Bonjour à tous, nous allons donc enchaîner une conférence. Cette fois-ci, on était sur la logistique urbaine. On passe de thèmes différents, c'est un petit peu l'idée, le principe également de Solutrans avec les différentes innovations dans la filière transport et véhicules industriels. Et nous ouvrons une nouvelle conférence sur l'intelligence artificielle, plutôt sur la sécurisation des données, notamment dans les différents systèmes qui existent, systèmes également télématiques. Alors, pour nous en parler dans un instant, je vous présenterai les intervenants. Donc, les remontées des informations n'ont jamais été aussi nombreuses, parfois complexes pour les utilisateurs, avec des interrogations, des doutes sur la sécurité, la sécurisation, on en parlait. Pourtant, les outils pour sécuriser les données, voire l'ensemble des systèmes existent. C'est l'occasion d'en parler durant cette conférence. Avec nous aujourd'hui, François Denis, directeur général de Geotab. Bonjour François. François Denis, donc. Laurine Valton, distributeur en France de Stoneridge. Et Philippe Gazot, président directeur général de Flip Technologies. On va commencer avec vous, François, donc directeur général de Geotab. Alors, on va parler de sécurité, sécurisation des données. Rappelons que Geotab est une société, un groupe donc américain, c'est ça? Vous allez nous en parler? Canadien. Canadien, donc nord-américain. Et justement, vous me parliez en préparant cette conférence que le gouvernement, c'est américain ou canadien, je ne sais plus d'ailleurs, faisait confiance à Geotab justement pour son niveau de sécurité à propos des données. Alors, tout à fait, effectivement. En fait, Geotab, qui est une société donc, de télématique, hein, qui pose des boîtiers dans les véhicules, des boîtiers de géolocalisation et aussi pour remonter les données du moteur, etc. Et puis brancher certaines choses, je pourrais en parler peut-être un tout petit peu. Donc c'est la seule société de télématique au monde à avoir obtenu de la part du gouvernement américain la certification FedRAMP, qui est en fait une certification qui permet de travailler pour le gouvernement américain et donc de servir finalement toutes les entités fédérales. Donc piratage impossible. C'est un peu la garantie parce qu'effectivement, on peut dire que le gouvernement américain de ce point de vue-là est particulièrement vigilant et nous a certifié parce qu'effectivement, on a pu prouver ce niveau de cryptage, de sécurisation des données. Et effectivement, par exemple, l'US Air Force fait partie des clients de Geotab. Alors pas pour les avions, je vous rassure, mais pour les véhicules. La sécurisation, c'est quoi? C'est justement l'accès aux données? Elles sont cryptées? Alors, quand on parle de sécurisation, c'est quoi? Alors c'est effectivement la confidentialité des données et puis c'est le cryptage. On a effectivement aussi une certification de cryptage chez Geotab qui est le FIPS 142 qui certifie en fait le plus haut niveau de cryptage. C'est la seule société d'ailleurs là aussi, la première société en tout cas de télématique à être certifiée FIPS 142 depuis 2019. Et donc Geotab s'assure du plus haut niveau possible de cryptage des données parce qu'effectivement le risque c'est une intrusion, le risque c'est le détournement des données. Vous êtes en France, je crois, depuis 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une société qui existe depuis 21 ans exactement, qui a été créée au Canada, à Toronto, et présente sur le territoire français depuis seulement 3 ans. Alors prenons l'exemple l'une des dernières nouveautés de dernier système, c'est le truck, je crois. Exactement. Pour la chaîne du froid. Si on parle de sécurisation, sur ce système-là, il y a vraiment une sécurité pour les données? Oui, alors en fait, effectivement, la sécurisation, ça passe par différentes choses. Hein. Ça passe par l'authentification lorsqu'on se branche sur la plateforme de Geotab qui s'appelle MyGeotab. Il y a une double authentification. Donc ça, c'est vraiment le contrôle d'accès. Après, la sécurisation, c'est aussi le fait que les données soient sécurisées dans un cloud très sécurisé, en l'occurrence uniquement sur des serveurs dans l'Union européenne. Et puis, voilà, c'est la sécurisation en fait d'entrer dans le système qui est particulièrement importante. On parle de plus en plus d'ouvrir les systèmes à des tiers, c'est-à-dire qu'on ouvrirait le camion avec les données. Ça peut effrayer les transporteurs, les clients. Il y a également une sécurité. Alors, effectivement, en fait, de plus en plus, les boîtiers peuvent être déjà mis dans les véhicules par les constructeurs eux-mêmes. C'est-à-dire que le métier
historique, on va dire, d'un télématicien, c'est de commencer par mettre un boîtier branché dans le véhicule, et puis de remonter les données et de les lire sur un portail de façon intelligible, sortir des statistiques, des rapports, etc. Et de plus en plus, ce que font les constructeurs, que ce soit les constructeurs de camions, que ce soit les constructeurs de véhicules utilitaires, que ce soit même les constructeurs de véhicules légers, c'est de mettre des boîtiers de télématique déjà dans les véhicules sur la chaîne de production. Et du coup, en fait, ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'avoir le même niveau de sécurisation lorsqu'on remonte les données de ces boîtiers-là que lorsque ce sont nos propres boîtiers. Laurine Valton, donc Stoneridge, ce sont des taquis à la base sécurisés, d'autant plus que la prochaine version, justement, le principe, c'est de sécuriser encore plus le taquis. On peut expliquer, c'est notamment le signal qui est authentifié. Vous pouvez nous l'expliquer plus en détail? Oui. Donc, en effet, le tachygraphe évolue toutes les 10 ans par rapport à des questions de sécurisation, parce qu'en effet, on augmente les niveaux de sécurité, parce que dans ce système-là, on sait qu'il y a des fraudes, hein, mais bien sûr des volontés de biaiser les informations sociales qui sont enregistrées dans l'appareil. Donc, on a des évolutions assez souvent. La dernière importante était en effet en 2019, avec le tachygraphe qu'on appelait le tachygraphe intelligent, 1C. Dès que ce tachygraphe est sorti, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'éléments, notamment en termes de sécurité. On va en effet parler du GNSS très rapidement. On s'est rendu compte qu'il y avait des besoins supplémentaires d'ajouter une autre couche réglementaire au tachygraphe. Et on parle aujourd'hui de 1C de seconde génération, qui vient avec, alors vous avez peut-être entendu parler un peu du paquet mobilité, qui est en fait un ensemble de réglementations, de règles au niveau de l'Union européenne qui vont permettre en fait de mieux gérer ce qu'on appelle le cabotage, le passage de véhicules d'un pays à un autre, voilà, le passage aux frontières, de vérifier ce qui est fait quand on passe la frontière, que les opérations de cabotage sont bien respectées. Donc pour ça, en effet, il y a un certain nombre de règles sociales qui ont évolué. Et aussi, bien sûr, il y a l'objet qui va permettre de réguler tout ça, qui est le tachygraphe, dans lequel on va ajouter le tachygraphe qui était sorti en 2019. On avait déjà cette géolocalisation qui était faite quand je mets ma carte au début de la journée, quand je la sors. C'était aussi toutes les 3 heures un enregistrement dans le point de longitude, latitude dans la mémoire du tachygraphe. Là aussi, bien sûr, en effet sécurisé, avec une nouvelle méthode de cryptage, avec des clés de nouvelle génération. Donc voilà, le système avait déjà été évolué. Par contre, on se rendait compte qu'on avait une information de géolocalisation toutes les 3 heures, mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir voir si un véhicule traversait une frontière. Voilà. Donc là, dans son tachygraphe 1C qu'on appelle de seconde génération, qui va arriver à partir de 2023 dans les véhicules, on va avoir cette notion d'enregistrement en plus de la frontière. C'est-à-dire que dès que je passe la frontière, je vais avoir un point de géolocalisation réglementaire dans la mémoire de la tachygraphe. Et quelque chose par contre qui est assez nouveau en termes de géolocalisation, qui est aussi assez unique, on va utiliser pour la première fois un système qui s'appelle OSNMA, qui est donné par Galileo, qui est à peine lancé. Et le tachygraphe numérique va être le premier à utiliser ce système OSNMA. Plus sûr? Comment? Plus sûr? Alors, l'avantage de OSNMA, c'est d'identifier le signal GNSS, parce qu'on se rend compte que finalement, des fois, en effet, avec un système, on est capable de ce qu'on appelle spoofer une position GNSS. Spoofer, ça veut dire on fait penser au GPS qu'on est quelque part, alors qu'on est... Voilà, on donne une information fausse, c'est tout à fait possible. Ah oui, ça peut être l'utilisateur qui peut aussi... Oui, l'utilisateur peut en effet, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver un spoofer de signal GNSS, et ça pose plus les véhicules sont connectés, et plus, en effet, demain, on s'attend à ce que l'informatique amène des informations fiables, et on se dit qu'en effet, avec les systèmes qu'on peut trouver aujourd'hui, on est capable d'amener un véhicule à un point qui ne serait pas le point de destination, si en effet il y avait une volonté de détourner un véhicule. Et donc l'avantage de la CNMA, ça va être de dire, voilà, je reçois un signal, mais ce signal est authentifié, parce qu'il y a une clé derrière, il y a quelque chose qui va valider que le fait que ce signal que je reçois par le biais d'une puce qui est spécifiquement fait pour la nouvelle application Galileo, est un signal fiable, et dès ce moment-là, voilà, je peux stocker une information correcte dans la mémoire du tachygraphe. Alors la nouvelle version, vous le disiez, va pouvoir détecter le passage plus précis, enfin même le passage aux frontières.
C'est une information importante également pour tout voleur, sachant que le véhicule va arriver, va franchir telle frontière, tel pays. Alors en effet, on pourra Donc c'est suivre. sécurisé aussi. Donc là, on parlait de la fraude de l'utilisateur, mais même pour ceux qui peuvent capter les informations, c'est sécurisé ces informations? Alors là, on ne parle pas de captage. C'est-à-dire que nous, on ne fait que les enregistrer dans la mémoire du tachygraphe. C'est vrai que le tachygraphe de lui-même ne transmet pas des informations. Là, on passe par des systèmes télématiques. Personne ne peut y accéder à distance? Non, non. Alors à distance, ce qu'on peut faire, en effet, c'est faire du téléchargement du tachygraphe, mais on n'a pas de. On va juste interroger le tachygraphe sur ce qu'il a dans sa mémoire. On n'a pas d'interfaçage pour aller demander des choses ou lui envoyer des consignes particulières. Le tachygraphe. Il va notamment donner des informations sur le poids, sur le tonnage. Alors imaginons... Ouais, le poids, c'est un autre sujet, on peut en parler, ouais, mais c'est un peu plus... Et ça serait une information qui pourrait être captée également par des bornes, par les forces de l'ordre. Donc ça veut dire que ça sera comme une information qui sortira du chronotachygraphe. Alors, pour revenir sur le poids, en effet, il y a une directive qui était applicable à partir de mai 2021 sur la pesée embarquée des véhicules, où il y avait aux États membres la possibilité de partir sur deux options. L'une étant la possibilité par le biais du tachygraphe et du module DSRC qui est maintenant disponible sur tous les véhicules, de pouvoir interroger le poids du véhicule pour pouvoir en effet détecter un surpoids et faire éventuellement un arrêt du véhicule si on se rendait compte que le poids embarqué était au-delà de la limite sur les essieux. Cette thématique-là amène pas mal quand même de questions par rapport notamment à la sécurisation des capteurs de poids. Déjà, on a une question de précision. On a aussi une question d'harmonisation de ces données entre les constructeurs. Et toujours, bien sûr, on en revient aussi à la sécurisation. C'est-à-dire comment, en effet, on est sûr que le capteur n'a pas été biaisé tant qu'on n'a pas la couche suffisante en termes de sécurité. À ma connaissance, aucun État membre n'a été parti sur cette voie en fait, de récupérer les informations par le biais du véhicule. Si je prends le cas de la France, ils ont préféré utiliser en fait, des bornes dans les infrastructures, ce qui était en fait la deuxième option laissée par la directive, c'est-à-dire que d'interroger, pas par le biais de l'information qui vient du tachygraphe ou des capteurs dans le véhicule, c'était d'utiliser en fait, des infrastructures routières qui étaient capables de peser. Et c'est la seule choix qui a été fait en France par rapport à cette directive de poids. Philippe Gazeau, vous êtes donc président directeur général de Flip Technologies. La sécurisation, vous connaissez, puisque vous proposez notamment, entre autres, alors on va en parler, un logiciel qui permet donc sur une plateforme de récupérer les fichiers, notamment pour les transporteurs, tout ce qui est archivage qu'ils peuvent faire. Selon les utilisateurs, donc plusieurs personnes de l'entreprise, c'est TacoSafe. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc le TacoSafe est un logiciel réglementaire qui a pour fonction de pouvoir décrypter le fichier C1B, donc le fichier des cartes conducteurs, et le fichier V1B, le fichier qui est enregistré par le tachygraphe au niveau de tout ce qui est événements ou ce qu'on appelle un peu les anomalies qu'on peut voir, exemple conduite sans carte, débranchement d'alimentation sur le tachygraphe. Ça fait partie des éléments qui sont enregistrés en anomalie sur ce fameux fichier V1B, pardon. Et puis le fichier C1B, donc conducteur, c'est principalement pour enregistrer les heures de conduite, donc vraiment ce qu'on appelle les données sociales. Donc ce logiciel TacoSafe, c'est du classique comme un peu tous les logiciels qui existent dans ce domaine-là. Et nous, on a innové en créant, disons, une version web, c'est-à-dire qu'on a ce logiciel qui s'appelle TacoSafe Web, c'est-à-dire que les données, elles sont envoyées directement sur une plateforme web. L'avantage de cette plateforme web, c'est que n'importe qui, les gens peuvent se connecter à cette plateforme web à condition d'avoir un identifiant et d'avoir un mot de passe. Donc pour certaines entreprises, notamment pour des grandes entreprises qui ont des logiciels, sans pour ça faire de la publicité pour des marques, mais dans le monde du transport, il y a énormément de gens qui ont du logiciel, par exemple Solid. Et ce logiciel-là, c'est des logiciels qui sont montés sur des serveurs. Ça veut dire que dans une entreprise, on a des niveaux d'accès différents. On donne des accès pour aller sur ce logiciel. Et là, ça peut poser problème. C'est-à-dire que dans les bureaux où on a accès à la gestion, on a l'identifiant pour aller à ce logiciel-là. Par contre, si on est côté atelier, côté atelier, le chef d'atelier, lui, ce qu'il aurait besoin, c'est de pouvoir accéder à certains fichiers véhicules pour notamment connaître les kilomètres. Mais pour cela,
il n'a pas spécialement un accès direct au logiciel solide. Pourquoi? Parce que ce logiciel solide, il a des ramifications directes avec les logiciels de paye, avec des logiciels de planning, avec des logiciels de stock. Donc si on commence à donner des accès un peu à tout le monde pour avoir ces informations-là, il peut y avoir du piratage, il peut y avoir des mauvaises manipulations qui sont faites sur le logiciel principal. Et nous, notre solution, c'est de dire à ces sociétés qui ont besoin de pas mal de ramifications, on leur dit, écoutez, votre logiciel principal de gestion de données sociales, de paye, de ceci, cela, à la limite, vous le laissez en accès uniquement à des gens qui ont besoin de travailler et qui sont qualifiés pour ça, mais à la limite, votre responsable de parc, votre responsable d'atelier, si lui, il a besoin de pouvoir connaître le fichier V1B d'un véhicule, ses nombres de kilomètres, éventuellement les anomalies qui ont été enregistrées dessus, eh ben, on va vous permettre d'avoir un code d'accès pour aller sur notre fameux logiciel web. Celui-ci, il va faire exactement, quasiment le même travail qu'un solide. Il va interpréter de façon précise le C1B et le V1B, mais au moins l'avantage, c'est que c'est simplement de la lecture. On va prendre des informations et on ne peut pas intervenir sur ce logiciel pour modifier quelque chose, et surtout, on n'aura pas le risque d'avoir des mauvaises manipulations pour venir impacter le logiciel principal. Et là, vous arrivez à rassurer les transporteurs, sachant que de plus en plus de données, il y en a de plus en plus, c'est ce que je disais, les données sociales également, on arrive à le protéger quand même rien qu'avec un mot de passe? De toute façon, le problème, c'est qu'une fois qu'on a le mot de passe, on peut accéder au logiciel, mais comme je disais, on accède simplement à une lecture de la carte. On ne peut pas, interagir dessus. Et inversement, un logiciel très complexe de gestion d'entreprise, donc si je reprends le solide en question, par définition, on va prendre un exemple qui est simple. Aujourd'hui, on enregistre du temps de travail, on enregistre du temps de conduite, etc. Mais le temps de travail, dans les logiciels de paye, dans les logiciels qui sont utilisés dans le monde du transport, si la manipulation manuelle du chauffeur pour décider de dire « je suis en pause », enfin pour dire que je suis en position de travail ou je suis en position repos, ça, c'est des positions qui sont obligatoirement sélectionnées manuellement par le chauffeur. Donc, il est évident que dans la vie, dans le mois, il peut y avoir des erreurs de manipulation où le tachyraphe est resté en position travail alors que normalement, on devait être en position pause. Donc, ces logiciels-là, les logiciels qui sont prévus pour, il y a des corrections qui sont possibles de faire. Alors, quand on dit correction, c'est toujours des corrections côté gestion. On ne s'amuse jamais, on ne peut pas corriger le fameux fichier C1B. Le C1B, s'il était enregistré avec du temps de travail, il restera du temps de travail. Mais par contre, on peut rentrer dans le logiciel derrière pour corriger ça. Donc voilà, et s'il y a plein de gens qui ont des accès comme ça, un peu pas au hasard, mais s'il y a trop de gens qui ont des accès, ça veut dire qu'on peut rentrer dans le logiciel pour faire des corrections. Voilà. François Denis. Si je peux, je me permets de rebondir. Allez-y, c'est une table ronde. Donc. Parce que c'est très intéressant ce que vous dites à propos du contrôle des accès par rapport aux différents utilisateurs d'un même système au sein de l'entreprise. Chez Geotab, on a choisi par rapport à ce sujet-là d'appliquer en fait la règle du moindre privilège. C'est-à-dire que par défaut, l'utilisateur a le niveau minimum de privilège, c'est-à-dire d'accès, et d'accès uniquement à ce qui peut l'intéresser. Et après, avec des systèmes de groupe et avec des systèmes bien sûr d'administrateurs, des niveaux administrateurs, on va permettre d'atteindre des niveaux d'utilisateurs supérieurs et donc d'avoir accès à davantage de données. Parce que c'est vrai que la donnée, dans le domaine bien sûr de la géolocalisation, peut être très confidentielle. Et donc du coup, c'est très important de s'assurer que seules les personnes qui ont vraiment besoin de l'information y aient accès. Et donc ce principe du moindre privilège permet de, par défaut, donner exclusivement accès au minimum aux utilisateurs et uniquement lorsqu'il y a vraiment un besoin identifié de donner des accès supérieurs aux uns et aux autres au sein de l'entreprise.
Alors justement, François, est-ce que la sécurisation, c'est une valeur ajoutée aujourd'hui? Alors, moi je ne sais pas si je dirais une valeur ajoutée, je dirais c'est plutôt une Valeur. nécessité. Ouais. Une nécessité parce qu'effectivement, le risque aujourd'hui, tout le monde a sans doute en tête encore cette expérience. Je crois que ça avait beaucoup fait de bruit en 2015. Une Jeep, je ne sais pas si vous vous souvenez, aux États-Unis, des hackers avaient pris le contrôle du véhicule, ça avait fait le buzz partout. Et tout le monde se disait, oh, c'est drôlement dangereux en fait de connecter un véhicule à l'Internet. Alors effectivement, si les choses sont faites un petit peu légèrement, comme ça avait été le cas, et ça avait été démontré ensuite que Jeep avait été un petit peu léger sur la sécurisation et sur les firewalls et sur les contrôles d'accès. Mais effectivement, je ne dirais pas, oui, ça peut être une valeur ajoutée, mais c'est avant tout une nécessité absolue, parce que bon, aujourd'hui, tout le monde sait que les constructeurs travaillent sur le véhicule autonome. Tout le monde a ses craintes que le véhicule autonome puisse être hacké, etc. Donc, lorsqu'on est dans la télématique, c'est-à-dire remonter des données de véhicules via Internet, finalement, sur un système, il est absolument indispensable, effectivement, encore une fois, de le crypter au plus haut niveau, de s'assurer qu'il n'y a pas de possibilité d'intrusion. Chez Geotab, par exemple, on a choisi d'être certifié ISO 27001, qui est un niveau maximum de sécurisation en termes d'impossibilité d'intrusion. Et en plus, on y ajoute des tests d'intrusion très réguliers pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. J'ajoute même un point qui est important à mes yeux, c'est que lorsqu'on est sur un boîtier de télématique, donc quelque chose qui est complètement déporté dans les différents véhicules, en termes de sécurisation, ce qui est très important, c'est de pouvoir faire un update du firmware, je ne sais pas si tout le monde le suit, c'est-à-dire vraiment de la version logicielle qui gère le boîtier lui-même, de pouvoir faire cet update over the air, c'est-à-dire à distance. Pourquoi? Parce que si la moindre faille, encore une fois, malgré tout ce que j'ai dit en termes de sécurisation, si la moindre faille pouvait être détectée, alors il est extrêmement important que tous les boîtiers sur le terrain puissent être mis à jour immédiatement avec le palliatif. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, de pouvoir, encore une fois, lorsqu'on parle de hardware, de télématique, qu'on puisse avoir accès à distance à l'update du hardware, du firmware. D'accord. C'est vrai qu'on s'y perd. On parle beaucoup de données qui sont ouvertes donc à des tiers. Il n'y a pas un risque plus grand justement d'insécurité? Alors, en fait, est-ce que vous, par exemple, chez Geotab, il y a des informations, des données qui sont ouvertes à des tiers, à d'autres systèmes télématiques? Alors effectivement, aujourd'hui, nous chez Geotab, on est extrêmement agnostique du point de vue du hardware. On le sait, l'évolution du marché fait que, et je l'ai cité, les constructeurs mettent eux-mêmes des boîtiers de télématique, veulent connecter eux-mêmes les véhicules et mettent des boîtiers directement en usine. Donc c'est l'avenir. Un jour, on n'installera plus, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, on n'installera plus de boîtiers, ce qu'on appelle aftermarket, c'est-à-dire après la production du véhicule. Ça sera en première monte. Voilà. Ce sera uniquement les premières montes un jour, mais je ne saurais pas dire dans combien de temps ce sera. Parce que de toute façon, même, prenons l'exemple des boîtiers qui sont posés aujourd'hui dans les véhicules sur les chaînes de production, ce sont des boîtiers qui sont moins complets, parce qu'effectivement, il y a une question de coût aussi. Hein. Ce sont des boîtiers qui sont moins complets que les boîtiers tels celui de Geotab, qui va avoir un accéléromètre, un gyroscope, qui va pouvoir vérifier le comportement du conducteur, enfin tout un tas de choses, brancher des choses dessus. On parlait du chronotachygraphe. Typiquement, on peut brancher un chronotachygraphe sur le boîtier télématique et remonter les données, comme vous le faites, sur un serveur. Donc, effectivement, c'est important que ce boîtier puisse aussi être ouvert vers des périphériques, appelons ça comme ça, ou la gestion de la gêne du froid dont on parlait tout à l'heure. Mais ce boîtier qui est donc quelquefois plus simple lorsqu'il est posé directement en usine par le constructeur, par contre, il y a une complémentarité avec un boîtier plus complet qui permet tout ce que je viens de lister. Donc, ça prendra certainement un certain temps parce que les boîtiers mis en usine, encore une fois, ne répondront pas forcément aux besoins complets d'un gestionnaire de flotte. Alors Laurine, bon, je ne sais pas si ça va faire plaisir à Philippe, mais c'est une bonne chose d'ouvrir notamment le chronotachygraphe qui en fait est quand même, on va dire, un outil réglementaire avant tout, à des tiers. Alors oui, c'était quelque chose d'important. C'est vrai que sur la couche réglementaire tachygraphe 1C, déjà on avait quand même des exigences qui venaient
quand le règlement a été préparé par rapport à d'autres règlements qui étaient le RGPD justement, et dans lesquels on parle de cet aspect de transfert d'informations et de volonté de la personne qui utilise le véhicule d'aller transférer ces informations. Et de là, donc, il y a une couche qui a été rajoutée en disant, voilà, ces informations qui passent par le biais des CAN. Alors, il y a deux éléments, parce que vous avez les informations qui sont strictement réglementaires, comme les fichiers V1B, C1B. Et là, le chauffeur ne peut pas s'opposer à des téléchargements, parce que c'est quelque chose qui est imposé au transporteur. Le transporteur doit télécharger ses cartes tous les 28 jours, ses tachygraphes tous les 3 mois. C'est même une obligation. Et même au-delà, allez regarder que ce qui est fait par le chauffeur est conforme par rapport à la réglementation sociale européenne, qui est toujours plus complexe. On rajoute des couches là aussi, des choses qui sont toujours plus compliquées pour le chauffeur. Donc il faut que le gestionnaire des chauffeurs ait visualisation sur les infractions qui sont faites, qui sont commises, et aller informer en fait le chauffeur que voilà, il y a des éléments de comportement qui peuvent être amenés à des pénalités. Donc sur cet aspect-là, en fait, le chauffeur ne peut pas faire grand-chose parce que voilà, il y a cette obligation réglementaire de télécharger et d'aller analyser les fichiers. Par contre, en effet, sur le temps réel, là, on a aussi une couche, en effet, sur les informations qui peuvent être transmises en temps réel par le biais du CAN, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, tout de suite, là, maintenant. Il y a eu quand même un point qui a été ajouté dans le tachygraphe 1C, par le fait que le chauffeur, quand il rentre donc, sa carte pour la première fois dans une VU particulière, on va lui demander, en effet, s'il y a ce consentement de donner les informations au fil du temps. Et s'il ne le donne pas, en effet, ça peut bloquer un certain nombre d'éléments qui passent par l'informatique embarquée. Ouais. Est-ce que le problème, ce n'est pas uniquement quand les informations sont ouvertes à des tiers, le destinataire, mais plus aussi la transmission? Du coup, les données peuvent être interceptées. Alors, vous savez que vous avez... les deux, en fait. Oui, tout à fait, oui. En fait, les informations, certaines vont toujours continuer à nourrir en fait, le véhicule. Par contre, elles ne pourront pas passer au-delà par une transmission pour un système tiers de télématique. Pour le tachygraphe, par exemple, oui. Nouvelle génération, donc on parlait tout à l'heure des informations qui pourront être interceptées légalement par les forces de l'ordre, notamment sur le tonnage, le poids. Il y a tout un risque. Ça, encryptée, ça c'est une autre. C'est une autre en effet interface qu'on appelle l'interface DSRC, Dedicated. Qui sera dans cette version-là? Non, elle est déjà présente sur les véhicules, même si aujourd'hui donc depuis 2019, en effet, tous les véhicules qui sortent en première vente sont équipés de cette interface DSRC, qui est une interface en fait de détection précoce en fait de manipulation de tachygraphe. Donc en fait, c'est un module sans fil qui est sur l'avant du véhicule et qui va permettre de transférer un paquet d'informations assez avec un poids qui est très léger parce que les informations doivent être très rapides et qui permettrait en fait aux forces de l'ordre d'interroger la mémoire du tachygraphe et de voir s'il y a un défaut particulier qui amènerait à arrêter le véhicule. Le poids, il y a le poids, la vitesse. Alors le poids aujourd'hui, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas forcément utilisé, mais en effet, on pourrait voir la vitesse. Par contre, en effet, la vitesse serait un défaut à constater. On ne peut pas faire du contrôle de vitesse par le biais de cette interface parce que le seul contrôle qui fait froid aujourd'hui, c'est un cinémomètre homologué pour ça. On ferait changer la loi. Mais on détecte en fait, on fait une détection préalable, ce qui permet aussi d'éviter des contrôles systématiques quelque part. Quand on fait du contrôle routier, plutôt que d'éviter d'arrêter tous les véhicules, on va sélectionner les véhicules qu'on va contrôler parce qu'on a cette interface de communication sans arrêter le véhicule et on peut présélectionner en fait le véhicule qu'on va arrêter parce qu'on voit qu'il y a éventuellement, on parlait d'une conduite sans carte ou une manipulation du tachygraphe ou quelque chose qui est anormal et on aura possibilité donc d'arrêter le véhicule et d'aller dans une analyse plus approfondie. Pour l'instant, c'est pas en service. Aujourd'hui, en effet, c'est pas en service. Il y avait initialement. C'est retardé à chaque fois. En effet, tout à fait. C'est des choses qui sont discutées assez souvent. Alors, il y a eu des modifications au tout début, si je me souviens bien. Donc, on était à des échéances 2034 pour être équipé au niveau des forces de l'ordre. Par contre, le paquet mobilité a vraiment boosté cet aspect-là avec une obligation d'équipement en 2024. Donc là, aujourd'hui, je sais que 3 ans. Voilà, donc les choses on en parle depuis 5-6 ans déjà. C'est ça, tout à fait. Mais normalement, 2024, ce serait la deadline pour être équipé au niveau des contrôleurs de cet outil de présélection. Ouais.
Parlons pour cette dernière partie du coût de la sécurisation, Philippe Gazeau. On parle que vos systèmes sont sécurisés. Est-ce que ça implique un coût supplémentaire? Est-ce que les produits que vous proposez sont plus chers parce qu'ils sont sécurisés? Non, pas spécialement. Là, par exemple, si je dois donner un prix, comme je disais, ce logiciel qu'on a, par exemple, sur le web, aujourd'hui, c'est un abonnement qui coûte 15 € par mois pour une société. Par exemple, une société qui a 50 camions et 50 conducteurs. Le fait de pouvoir accéder et de pouvoir mettre ces fichiers C1B, V1B sur cette plateforme web, ça coûte simplement 15 € par mois. C'est pour ça d'ailleurs qu'une société peut multiplier en somme ce moyen de stockage. Elle a, comme je disais tout à l'heure, son logiciel principal de travail, et ce logiciel web, c'est vraiment un deuxième logiciel pas de confort, mais c'est un deuxième logiciel et qui coûte pas cher, justement, pour pouvoir permettre à des entreprises de pouvoir dire, si j'ai besoin juste d'avoir accès à mes données, ça ne me coûte pas bien cher, et au moins j'ai un accès. Parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, le fameux accès qu'on ne donne pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le chef de parc ou le chef d'atelier qui monte dans les bureaux au niveau de la compta et qui dit, voilà, puisque je n'ai pas accès à ce logiciel-là, je voudrais savoir les kilomètres, je voudrais savoir s'il y a des infractions, etc. Donc voilà, ça coûte. Non, il n'y a pas de coût supplémentaire. Et puis, comme on disait, le principe déjà de base, nous, de ces fameux fichiers C1B, V1B, ils ont déjà un niveau de cryptage très, très sophistiqué. Nous, en tant qu'utilisateurs, on n'intervient absolument pas sur ce niveau de cryptage. Il est déjà fait par l'État. François, la sécurisation a un coût? Oui, je dirais naturellement, bien entendu, à partir du moment où on veut être hyper sécurisé, servir le gouvernement américain, enfin évidemment, on dépense des sommes importantes pour s'assurer de la sécurisation absolue. Mais bon, après, je rebondis un petit peu sur ce que disait M. Valton concernant cette donnée de la vie privée aussi du chauffeur. Il existe des systèmes, par exemple, que la CNIL d'ailleurs demande de mettre en place, qui sont des systèmes de boutons de vie privée. C'est-à-dire que si, par exemple, soit le camion, le véhicule utilitaire, le soir, rentre chez le chauffeur, ou qu'il le gare chez lui, ou qu'il a le droit d'utiliser, par exemple, le véhicule utilitaire le week-end, imaginons, à ce moment-là, il y a cette obligation de pouvoir signifier que le chauffeur puisse choisir de se mettre en mode vie privée, de façon à ce que n'apparaisse plus sa géolocalisation pendant tout le temps où il est en vie privée. Et ça, c'est quelque chose d'important à ce moment-là pour effectivement la sécurisation de la vie privée. Au-delà de la sécurisation de la donnée, on parle là de la sécurisation de la vie privée. Laurine, le Taki, est-ce que c'est encore des nouvelles technologies, des recherches, des investissements? Oui, enfin, c'est vrai que c'est des investissements, mais c'est surtout une partie de normalisation aujourd'hui, et de normaliser. Et on parlait de certification de 27 000, mais en effet, on certifie les produits par rapport en effet aux exigences réglementaires. Mais en effet, vu que ces exigences réglementaires augmentent et qu'en effet on augmente les niveaux de cryptage et qu'on augmente toujours cette couche de normalisation, en effet, ça amène un coût pour développer et pour certifier. Mais ça va dans le bon sens, parce que quelque part, pour qu'il y ait une sécurité qui amène en fait l'effet escompté, quelque part, il faut qu'on passe par une couche de normalisation qui dit que les systèmes sont étudiés de manière tout à fait, on va dire, indépendante de la conception au début. Et quand il y a un cahier des charges qui permet en fait de dire qu'en effet, qu'est-ce qu'on attend de la sécurité, à quel est le niveau. Et c'est vrai que dans certains systèmes, notamment dans le véhicule, on n'a pas encore assez de normalisation par rapport à la sécurité. Alors c'est vrai que je parle, Tachygraph, lui, il est très réglementé, mais sur d'autres aspects, capteurs, on parlait de capteurs, de sécurisation de capteurs, il y a beaucoup de choses en effet qui sont, c'est au bon vouloir déjà aussi du fabricant, qui a lui sa propre aussi sécurité et qui n'est pas partagée de la même façon avec d'autres constructeurs, ce qui est aussi compréhensible. Messieurs, merci. Si vous avez des questions avant de refermer cette conférence. Pas de questions? Moi, je peux peut-être ajouter un petit mot. Ah bah, allez-y. En fait, la cybersécurité, qui est notre sujet là, on aura beau, en tant qu'entreprise, sécuriser au maximum la donnée, sécuriser les accès, etc., en tout cas donner les outils à l'entreprise pour sécuriser les accès, ça reste quand même un sujet de management.
Dans une entreprise, on ne confie pas la finance de l'entreprise uniquement au service comptable. De la même façon, la cybersécurité, ça n'est pas que la responsabilité de l'informatique. Ou du département informatique. C'est véritablement le rôle du management de s'assurer qu'en fait, voilà, les bonnes personnes ont accès aux bonnes données et que finalement, la donnée ne va pas circuler là où elle ne devrait pas circuler. Donc j'insiste sur le fait que la cybersécurité, ce n'est pas seulement le fournisseur d'un service qui, lui, peut se sécuriser au maximum, mais malgré tout, il y a une porte ouverte qui est dans l'entreprise, les utilisateurs. Et il faut les éduquer. Et c'est le rôle du management et pas seulement le rôle de l'informatique dans l'entreprise. Merci beaucoup en tout cas, merci aussi d'avoir assisté à cette conférence. Merci. Et merci à vous.